Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio 7, le premier épisode de la 3e saison. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, mais ça y est, on est de retour avec l'équipe habituelle du Studio 7. J'ai autour de moi Frigo, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Bah oui, ça va, quoi de neuf depuis le temps ? Y a pas de travail. Ah, t'as regardé beaucoup de films pendant ce temps ? Ouais, trop. Ça veut dire non ? T'as regardé beaucoup de films toi ? Non, non plus, c'est une catastrophe. On a besoin Impeccable. de podcast pour se relancer là, parce que c'est dramatique. Et puis bien sûr, j'ai toujours Pauline avec moi. Bah oui, ravi de vous retrouver. Quoi de neuf depuis Et tout ce temps ? bah, tout ce qui est vieux, comme disent les vieux. Oh mon dieu, tu m'as donné envie de se faire un Oui, j'ai mi-jour. 74 ans. Non, j'ai pas non plus regardé énormément de films parce que ce qui aurait pu s'apparenter à des vacances ne l'ont pas été pour moi. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé et pas beaucoup regardé de films malheureusement. Travailler à la mine. Ouais. Donc voilà, mais avec le podcast, pareil, j'espère qu'on va bien se relancer. Et puis il faut savoir qu'on enregistre le jour de début du Festival Lumière, qui, je l'espère, vont me redonner goût à aller au cinéma. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix, là. On a pris toutes les séances. On va devoir voir du film. Et puis évidemment, Louis, qui est toujours là. Salut à tous. Comment tu vas ? Moi je vais super bien. Je suis trop heureux de vous revoir vos sales gueules déjà. Ouais, et je suis trop heureux d'enregistrer. Ça fait trop plaisir de revenir pour une 3e saison. Donc et voilà. Pour le coup, toi, tu regardes beaucoup de films en ce moment. Ouais, moi pour le coup, je regarde énormément de films en ce moment, quasiment un par jour. Ouais, t'as vu, ça a tout changé, quoi. Et je sais pas, Louis va carrer le podcast là cette saison. Bah ouais, et ça va commencer d'ailleurs dès ce premier épisode. Et ouais. Parce que comme la saison dernière, on commence pour Halloween. On s'est dit, bon, on voulait commencer plus tôt, mais Les emplois du temps, voilà. La rentrée compliqué. La rentrée a été compliquée pour tout le monde. Donc on s'est dit, on repart avec Halloween. Bon, cette fois-ci, pas de sponsor Shadows. C'est vrai. Pour celui-là, mais bon. Et bon, qui dit Halloween, dit slasher. Donc voilà, on va commencer avec le slasher. Alors qu'est-ce que je peux dire un peu juste avant de commencer sur cette saison 3, les petits changements qui peuvent arriver. Déjà, on comptera plus les points. Alors pour ceux qui nous écoutaient avant, ça va vous parler, pour les autres, non, donc au pire c'est pas très grave. Mais du coup, le podcast est toujours en 2 parties. Une première partie de discussion dans laquelle on va parler du thème, défricher, donner un peu tout ce qu'on a à dire. Et une deuxième partie où on va présenter chacun, enfin en tout cas Pauline, Louis et moi, un film à Frigo. Il va devoir voir les 3, mais il donnera plus de points à la fin. Juste, il me donnera son avis, quoi. Les avis du coup qui seront plus avant les parties 1, mais avant les parties 2. On s'est dit qu'on allait regrouper en fait les films avec les films. C'était plus logique de tout faire dans les parties 2. Et voilà. Au niveau du rythme, ça sera sûrement plus décousu que la saison dernière. On veut moins se mettre la pression parce que mine de rien, une semaine, un épisode par semaine, ouais, c'est dur à compliqué. Ouais. Surtout que Voilà. les emplois du temps ont vraiment changé. Ouais, les emplois du temps ont bien changé. Puis il y a des gens qui ne sont plus sur Lyon, ce qui Non, rend c'est vrai. tout ça compliqué. Petit temps, je pense, Je trop tôt. rejoins la capitale. Elle va nous traiter de provinciaux bientôt. Ouais, ça On va va. dire oui, je suis en province lyonnaise. Bon voilà, Ouais, c'est ça. les gueux qui prennent le métro là. Infâme. Ils ont le métro là-bas aussi. Hein. Oui, je sais. Pour le coup, ça. Malheureusement. Mais c'est nous les gueux. Ouais, c'est C'est vrai. pas eux. C'est vrai. J'avais compris. Mais donc voilà, mais bon, on devrait quand même, on espère avoir un rythme plutôt soutenu, mais Oui, ça ça peut devrait arriver qu'il y ait des semaines sans épisode. Faut juste pas trop que ça s'éternise, quoi. Exactement. Et donc voilà, écoutez, on peut commencer. Oui. Chaque thème qu'on a choisi cette saison est plus ou moins travaillé par une personne qui avait envie plus de travailler le thème que les autres, on va dire. Et donc pour cet épisode, c'est Louis. Donc le poids de la nouvelle saison est sur tes épaules. Oh là, la nervosité. Ah mais ça joue beaucoup. Hein. Ah ouais, non, si les gens écoutent le premier épisode que c'est pas bon, ils nous suivront pas, donc ça sera ta faute. Ah merde. Donc voilà, écoute, je te donne la parole sur le slasher du coup. Effectivement. Donc on commence par le slasher, genre d'Halloween, puisqu'on sort notre épisode pour Halloween. C'est vrai que c'est un peu le film d'horreur. Oui, clin d'œil. Le film d'horreur un peu par excellence aujourd'hui, le slasher. Il faut savoir que pour ma petite présentation, j'ai utilisé un livre qui s'appelle, je le prends dans les mains, Slasher, attention, ça va couper, aux éditions Vent d'Ouest, coécrit par Marie Cassabonne, Claude Gaillard, Guillaume Ledissez et Fred Pizzoferrato. Merci Deka de me l'avoir prêté, ce livre, car ça m'a bien aidé pour ma petite présentation du slasher. Je mettrai la ref dans la description, je pense.
Ouais, ça peut Donc, être voilà, cool. par contre, c'est un gros livre. Hein. Un super gros bouquin et très intéressant. Alors bien entendu, il y a plein de bouquins sur les slashers, il y a plein de vidéos aussi sur les slashers que je vous invite à voir. Là, c'est vraiment que j'ai pris que cette source malheureusement parce que voilà, Bah, disons que je l'avais, ça tombait bien. voilà, donc, ça tombait bien avec l'emploi du temps que j'avais aussi, je pouvais pas non plus aller creuser d'autres sources. Après, Même si j'ai essayé. t'avais un petit bagage de base. Oui sur le aussi, ouais. Je croyais te dire que t'avais un petit bagou. genre. Pourquoi pas. Et donc, qu'est-ce que c'est donc qu'un slasher? Hugo, qu'est-ce que c'est qu'un slasher? C'est un film. Je vais recommencer comme ça, Ouais, en donnant en la vrai. parole à... De ce que je sais du slasher, si mes souvenirs sont bons et si j'ai bien compris ce qu'on m'avait expliqué, c'est un genre de film du coup d'horreur, de manière générale, avec un tueur qui est en général un homme qui tue à l'arme blanche, qui a pour particularité de marcher, je crois seulement, ou de se déplacer à pied, et qui tue en général des jeunes femmes avec des mœurs un peu légères. Il a bien travaillé. hein. Et- C'est grosso modo ça, c'est effectivement un sous-genre du film d'horreur américain qui présente un tueur qui est généralement masqué, c'est surtout ça qui est marquant dans les slashers, qui tue pas seulement des jeunes femmes, mais aussi des jeunes adolescents, des jeunes adultes à l'arme blanche, globalement. C'est toujours des armes blanches. Oui, souvent à l'arme blanche. Il y a des exemples de films où c'est pas l'arme blanche. Dans Terrifier 1 et 2, il tue à l'arme à feu à un Ok. moment. Et c'est vraiment un slasher. Et c'est vraiment un slasher. Ok. Et d'ailleurs, c'est un peu rigolo parce qu'au moment, dans le premier où il tue une victime à l'arme à feu, il a l'air saoulé de devoir utiliser une arme à feu. Ok. Donc c'est assez rigolo. Enfin, il y a un petit clin d'œil un peu sympathique. Ouais. Est-ce que du coup, dans Massacre à la tronçonneuse, c'est une arme blanche? C'est considéré comme une arme blanche, je crois, la tronçonneuse, de toute façon. Est-ce que c'est vraiment un slasher? Après là, bon, moi je sais pas, mais... C'est là t'as la compris. question. On va y venir. C'est un genre que je trouve super intéressant, le slasher, dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de l'horreur. Car en fait, les tueurs qui sont présentés dans ces films, qu'on appelle les boogeyman, ils sont devenus des véritables icônes du cinéma d'horreur et même de la pop culture. J'aime pas trop le terme pop culture, mais c'est vraiment... On les retrouve un peu partout. On les retrouve là récemment dans les jeux vidéo Mortal Kombat et tout, par exemple. Ah ouais? Ouais. Il y a qui dans Mortal Kombat? Il y a Jason Voorhees. Ok. Et là, il y a Est-ce que tu peux préciser Ouais, les de films, quel film Jason Voorhees, pardon, des films Vendredi 13. Et là, récemment, Fortnite, le jeu vidéo Fortnite a fait une édition spéciale Halloween avec Michael Myers du film Halloween dedans. Du coup, pour ceux qui verraient peut-être plus physiquement, Jason, c'est celui qui a... Le masque de hockey Ouais. et Michael Myers, c'est celui qui a un masque blanc inexpressif. Celui d'Halloween. Après, je pense que il est assez connu. Mais Et c'est ça, justement, c'est assez connu physiquement. Ouais, c'est ça. Même quand on n'a pas vu les films, généralement, on identifie ceux de Vendredi 13, Freddy Krueger des Griffes de la Nuit, etc. Moi, perso, j'ai commencé à regarder des slashers assez tard dans ma cinéphilie. Mais même avant d'être cinéphile, je connaissais les différents masques parce que, je sais pas, tu les vois de partout. Je sais même pas comment expliquer comment je les connaissais, mais... Moi, j'ai une petite question du coup. Parce que du coup, vu qu'on a parlé un peu des personnages et des masques et tout, pour vous, c'est qui la figure du slasher, genre le tueur emblématique vraiment du slasher? Michael Myers. Ah ouais? Et peut-être Ghostface. Moi, j'aurais dit Ghostface. Ouais, moi aussi, Ghostface j'aurais dit de Scream. Ghostface. Mais Michael Myers, quand même. Après, en vrai, le Vendredi 13, j'ai pas le nom du gars. Je trouve aussi le max de hockey, il est vraiment Il est resté emblématique. aussi, hein. D'ailleurs, pour l'anecdote, il le porte qu'à partir du 3e Vendredi 13. Ah ouais? C'est dire quand même. Dans le premier, attention, je vais sans doute spoiler le premier film Vendredi 13. Ce n'est pas Jason le tueur. Voilà, c'est sa mère. Spoil Ah ouais. film. Il y a tout dit là. Ouais. Et donc c'est Il allait s'arrêter avant. voilà. Je pensais pas que la dernière phrase allait sortir comme ça. Et donc tous ces boogeymen, ils ont vraiment transpiré le cinéma d'horreur à partir des années 80, quitte à vraiment remplacer les figures de l'horreur gothique qui ont existé avant, donc Dracula, la créature du lagon noir, Frankenstein, tout ça. La créature de Frankenstein, pardon. Donc voilà. Et pour s'intéresser un peu au slasher, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aux ses origines. Alors, les origines du slasher sont multiples et ne sont pas américaines. Donc ça, c'est intéressant pour un genre qui est purement américain de savoir que il ne vient pas des États-Unis. Et c'est toujours intéressant de s'intéresser aux origines d'un genre, car on peut y voir son évolution
à travers aussi l'évolution de la société, notamment ici la société américaine. Et en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le western dans notre épisode de la saison 2 là-dessus. Le genre évolue avec la société. En fait, le genre est le reflet de la société américaine. Et le slasher ne fait pas exception. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que les Américains, c'est pas juste des gens qui n'ont pas de personnalité et qui piochent tout ce qu'il y a de bon ailleurs? Complètement. À méditer. Notamment les slashers. Mais John Carpenter, elle a fait en mieux. On pourrait remonter super loin pour les origines du slasher. On peut remonter en fait jusqu'à un roman d'Agatha Christie qui s'appelle Ils étaient 10 maintenant. Donc avant les 10 petits, je n'ai pas le droit de dire la suite. Qui raconte l'histoire de personnes qui sont invitées sur une île par un invité anonyme et qui vont mourir les uns après les autres de façon spectaculaire. C'est un livre que je recommande énormément, c'est un classique et c'est génial, vraiment foncez le lire. Et au cinéma, les tueurs en série, enfin les actions des tueurs ont été mis en scène en fait assez tôt. On peut dénoter un premier film qui traite d'un tueur en série dès 1923, donc on est au cinéma muet et tout. C'est quoi le nom? Je n'ai plus le nom en tête, il faut lire le livre Slasher, attention ça va couper. Mais pour le sujet qui nous intéresse, vraiment le slasher va puiser ses origines avec des films qui datent des années 60 et notamment Psychose d'Alfred Hitchcock. Pas besoin de présenter Psychose d'Alfred Hitchcock, vraiment gros classique du cinéma américain. Mondial même. Et cinéma mondial, oui, vraiment. Génialissime, foncez le voir, franchement c'est trop bien, ça n'a pas vieilli, c'est vraiment génial. Ça, franchement, ça mérite d'être souligné, c'est que je l'ai revu au cinéma il n'y a pas longtemps. Ouais, moi aussi. Et vraiment, c'est une dinguerie comme le film. Alors que on pourrait se dire, vu qu'on connaît tout ce qui a suivi, tu vois, ça va avoir un peu vieilli, être plus si original que ça, etc. Parce qu'on se rend moins compte aujourd'hui du truc un peu révolutionnaire que ça a été dans le cinéma. Et en fait, c'est toujours aussi impressionnant de le voir sur grand écran, notamment, quoi. C'est un truc de fou. Je l'avais vu il y a un an pile. Je l'avais vu au dernier Festival Lumière. Oui, moi aussi. Ouais. Ah bah voilà. D'ailleurs, rien à voir, petit aparté, mais pour vous, le film emblématique d'Hitchcock, c'est Psychose ou pas? Oui. Ouais. Ok, j'aurais dit Vertigo. Il y a Vertigo aussi, mais Psychose est plus connu mondialement. Pour moi, tu vois, le mot emblématique, c'est emblématique, clé, ouais, mais pour toi, son chef-d'œuvre. Bah pour moi, c'est Psychose, mais Psychose, okay. Ouais. Après, Vertigo, c'est genre une pierre angulaire du cinéma aussi. Quand tu vois tous les réalisateurs qui ont suivi, ils rêvent de faire Vertigo, quoi. Ouais. Et pour revenir à Psychose, il faut rajouter un film aussi qui est sorti la même année que Psychose et qui va aussi inspirer énormément de slasher, Le Voyeur de Michael Powell. Et donc, mon petit teasing pour la partie 2, c'est le film que j'ai choisi. Donc on reviendra peut-être plus dans la partie 2 sur justement Psychose et lui et l'influence que ça a eu sur le slasher derrière, quoi. Tout à fait. Et en fait, ces deux films vont inspirer énormément de productions autour des tueurs en série. En fait, ils vont remettre un petit peu dans le milieu du cinéma le tueur en série comme figure de cinéma. Et il y aura notamment des tas de films, notamment en Grande-Bretagne, qui vont se faire sur des tueurs en série. Et les années 60 puis 70 vont voir naître deux sous-genres. Le crimi allemand, d'abord, donc qui est un genre de film particulier, puisque c'est que des adaptations des romans d'Edgar Wallace. Okay. Donc c'est un romancier policier britannique, et les Allemands en ont adapté des films. Il y a... Le Boug a été la vache à lait du cinéma allemand, quoi. Ouais, un peu, ouais. Il était crimi. Donc les crimis pour criminal film, en fait. Oui, je me doute. Dont un titre me fait beaucoup rire qui s'appelle L'homme grenouille face à Scotland Yard. Voilà. Okay. Et surtout, les années 60 et 70, c'est la naissance du giallo italien. Est-ce que tu veux en dire un mot, Pauline, vite fait? Je crois qu'on en parle un petit peu dans un épisode de la saison 2. Oui. Sur Fantôme, non? Non, sur Halloween. Sur Halloween, ouais. Ah ouais? Oui, sur Halloween, j'avais pris un Mario Bava. Ah oui, c'est vrai, pardon. Une hache pour la lune de miel, très exactement. Oui, bah alors le giallo, en fait c'est un peu pareil. C'est à la base c'est des livres qui ont une couverture jaune, dont le nom giallo qui veut dire jaune en italien. Et c'est des tueurs en série. C'est
il y a beaucoup de motifs qui reviennent, et il y a aussi une esthétique dans le cinéma italien, dans le giallo, qui va être très coloré, pop, avec beaucoup de jeux de miroirs. Et puis il y a ce jeu de... Alors c'est pas masqué pour le coup, mais où on voit pas la face, la figure du tueur. Et c'est aussi beaucoup à l'arme blanche. Enfin, le giallo, j'ai aucun giallo en tête où il va y avoir des meurtres à l'arme à feu, par exemple. Voilà. Ils vont un peu aussi amener les effets gore. Enfin, le giallo, c'est quand même aussi des films assez gore. Voilà. Et un des plus connus, qui s'appelle La Baie sanglante de Mario Bava, va énormément inspirer les slashers, notamment Vendredi 13 2. Enfin, dans les origines du slasher, on peut y voir une certaine origine sociale, car les années 70, fin 60 et début 70, sont marqués par une surmédiatisation des tueurs en série aux États-Unis. La famille Manson, Ted Bundy et tout, vont être ultra médiatisés, car ça va être leur procès, ça va être les débuts de certains de leurs meurtres et tout. Et donc on peut y voir un certain phénomène aussi social, où justement on va s'inspirer de ces tueurs en série pour en faire des films. Donc, il y a une sorte de fascination du public pour le tueur en série, quoi. Ça existe toujours, ça. Oui, toujours. Mais qui se révèle beaucoup à cette époque avec les médias. Et donc voilà, le slasher a donc une origine multiple, souvent européenne, sociale aussi du coup avec les États-Unis, et ces tueurs en série, multiple aussi dans les genres, parce que ça va piocher un petit peu donc dans le thriller et le film policier. Le slasher est souvent ce qu'on appelle un whodunit, donc c'est-à-dire comment expliquer le whodunit. On va chercher à savoir qui a commis les crimes. Les whodunits les plus connus, c'est les Agatha Christie, typiquement. C'est un peu Cluedo, quoi. Voilà, Cluedo. Voilà, là, dans les exemples récents, il y a À couteau tiré, par exemple. À couteau tiré est un whodunit classique. C'est assez vite, non? Il prend pas contre courant un peu? Non, je sais plus. Ça arrive quand même aux 3/4 du film, je dirais. Ok, d'accord. Donc voilà. Enfin arrive l'année 1974. Sortie de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Qui est... Toby Hooper. Qui est un proto-slasher. C'est pas encore exactement le slasher tel qu'on l'entend et tel qu'il va être vraiment défini par d'autres films. Mais on a le tueur masqué, Leatherface, emblématique. On a l'arme blanche, on a les jeunes adolescents, on a une final girl, on a exactement tout ce qui va faire en fait le canevas des slashers. Mais c'est encore en balbutiement, tu vois. Et donc, c'est surtout qu'il est intéressant à notifier dans les origines du slasher pour son origine aussi sociale. Le rapport entre société et film, car l'horreur, Tobe Hooper va mettre l'horreur dans la société américaine. L'horreur ne va plus venir d'un être mentalement fou, dégénéré et tout, mais va vraiment venir de cette société américaine rurale, abandonnée, post-60s, et va commettre des méfaits. Du coup, il y a une sorte de reflet de la société américaine déjà qui va naître dans ce film Massacre à la tronçonneuse. Et bien entendu, il y a des tas de films, notamment en Grande-Bretagne, qui vont copier plus ou moins Massacre à la tronçonneuse. J'en recommande un qui est sorti la même année, qui est assez sympathique, qui s'appelle Frightmare, et qui est vraiment très très cool. Comment t'as dit? Frightmare. Ok. De Pete Walker. Ok. Le premier slasher, cependant, sort en 1976. C'est admis comme le premier slasher, Black Christmas, de Bob Clark. Puis 2 ans plus tard, en fait, ça va être Halloween, de John Carpenter, qui va véritablement poser vraiment tout le canevas du slasher. Le tueur au masque, le fait qu'il marche, qu'il disparaisse pour réapparaître derrière. Tous les clichés du slasher viennent de là. La musique. Et de Halloween. Et la musique. La musique, ouais. Faite par John Carpenter himself. Je repense à un truc intéressant que tu dis par rapport à la fascination pour les tueurs en série, etc. Moi, un truc que je trouve intéressant dans le slasher, en tout cas de ce que j'en ai vu, je suis pas experte, c'est que par rapport à ceux qui ont inspiré le slasher qu'on a cité, genre Psychose et Le Voyeur, qui s'intéressent vraiment à faire un
profil psychologique du tueur. Les slashers, c'est pas vraiment le cas. On cherche pas à rentrer dans la psyché du mec, à connaître ses motivations, etc. Et ce qui était un peu le cas dans les giallo aussi. Voilà, c'est que en fait les mecs ils tuent et tu cherches pas à te mettre vraiment de leur point de vue. Et ça c'est assez intéressant comme évolution parce que les gens sont fascinés par les tueurs en série, mais un peu pour ce côté psychologique, en mode pourquoi ils tuent, d'où ça vient, etc. Et le slasher, je pense qu'il y a du coup ce côté un peu ironique et ce rapport aux médias, etc., qui dit en fait il y a des tueurs et on n'est pas forcément obligé de chercher à savoir pourquoi ils tuent, qui ils sont. C'est juste des monstres en fait. Ils sont pas du tout humanisés. Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est même le but d'Halloween. Il s'appelle The Shape, donc la silhouette. C'est vraiment personne en fait. Ouais, je pense qu'ils ont dû se dire que ça rajoutait à la peur. Ça rajoute énormément une à la peur. entité comme Moi, ça. je trouve que ça fait vraiment. Moi, je trouve ça vraiment plus effrayant que. Ah ouais. Ouais, un peu. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve pas moi. C'est assez ironique. Rob Zombie a fait un remake de Halloween en 2007, et là, il va donner toute une psychologie à Michael Myers avec la moitié du film sur son enfance en fait. Okay. Pourquoi il est comme ça, pourquoi il est super violent et tout. Est-ce que le film est bien ? Le film est intéressant. Et en fait, il est un peu ennuyeux sur sa deuxième partie, car c'est vraiment remake limite plan par plan du Halloween de John Carpenter. Ok. En fait, on entend déjà parler dans le 1. Il parle un peu du profil psy, etc. Oui, il parle du profil psy et tout, mais... ouais, mais c'est très succinct, tu vois, c'est en mode psychopathe, quoi. Tu comprends aussi qu'il y a des trucs, genre des traumas d'enfance ou des trucs. Mais c'est vraiment, Michael Myers, notamment, est vraiment défini par le mal. Et il ne parle quasiment jamais. Il ne parle jamais. T'entends que sa respiration. Et ça, c'est vraiment aussi un autre cliché des boogeymen, des slashers. Il ne parle jamais. Vraiment, exception à certains tueurs, notamment Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit, Ghostface dans Scream qui va parler au téléphone et qui va même en faire son arme quelque part. Donc il y a des exceptions, mais très peu. Frigo, tu l'as vu Halloween, non ? Oui. Et t'avais aimé ? J'ai vu 1 et 2. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Ah ouais, de souvenir, je croyais que tu avais pas trop aimé. Non, en vrai, ça va. Enfin, le 2 sans plus, je trouve. Le 1, il est bien. Ouais, le 1, il est bien. Je suis en train d'y repenser. Le 1, j'ai quand même bien aimé. Ouais. T'as d'autres slashers que t'as vus, de souvenirs ? En vrai, les films, tout ce qui est un peu horreur, catégorie horreur, c'est pas quelque chose que je suis très client, si on peut dire ça comme ça. Ce qui fait que j'ai découvert un peu tard, on va dire, ces trucs-là que je m'y suis intéressé, tu vois. J'aime pas spécialement parce que c'est des films où je m'ennuie souvent devant. Peut-être pour ça que je t'avais dit que j'avais pas aimé. Mais en soi, le film est bien, tu vois. Pour le coup, en y repensant, le film est vraiment bien. T'as vu les Scream, genre ? Non. Au moins un ? Non. Okay. J'ai vu Scary Movie. Ouais. Donc je connais Scream. Oui. Mais j'ai jamais vu. J'ai pas vu beaucoup de films. Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse, Freddy Krueger et tout. Pour moi, c'est plus du mythe que du connu, tu vois. Ouais. Ok. Non, je suis un peu étranger à ça, donc j'écoute, je m'instruis. Je continue un petit peu en parlant un peu du succès des slashers. Après Halloween, ça va se multiplier les slashers. Pourquoi ? Parce que c'est pas cher à produire. Et ça rapporte énormément de sous. Genre les box-office, ils explosent. Le premier Halloween, il a quadruplé son budget au box-office. Enfin, vraiment, il a marché de ouf. C'est démentiel. Hein. Et du coup, les studios vont forcément prendre le truc et traire la vache à lait jusqu'à plus soif, en fait, des slashers. Et alors là, t'as des slashers pour tous les goûts. À Noël, à Vendredi 13, à la Saint-Valentin, enfin... Vraiment pour tout le monde, toutes sortes de tueurs, toutes sortes d'adolescents massacrés et toutes sortes d'effets grand guignolesques, super gore et tout. Les films, enfin les grandes sagas connues, du coup Scream, Halloween, tout ça, est-ce que tu sais si elles ont été pensées dès le début comme des sagas ou si c'est ça marche alors on va pousser le truc, t'as une idée ou pas ? Ouais, Halloween n'a pas été pensé comme une saga. Alors, oui et non, n'a pas été pensé comme une saga. Le moment où ils ont voulu faire une suite, John Carpenter, lui, voulait faire des suites anthologies. Genre, pas la suite avec Michael Myers, mais vraiment un film qui traite d'Halloween, mais de manière différente et tout. C'est pour ça que Halloween 3 est très différent des Halloween et n'a rien à voir avec Michael Myers. Mais du coup, ça n'a pas été pensé comme une saga. Mais en fait, Vendredi 13, pareil. Les Griffes de la Nuit, pareil. Scream, peut-être que oui,
mais pas vraiment non plus. Et en fait, c'est vraiment les studios vont prendre ça et vont traire la vache, quoi. Et notamment Vendredi 13, qui a 9 suites, je crois. Ah ouais. 9 suites. Halloween, on est au 10 là aussi. Halloween, il a quasiment Halloween, 9 suites aussi. Je sais pas si vous avez déjà vu l'image des ramifications d'Halloween, parce Ouais. qu'il y a des préquels et après il y a des suites, mais en fait finalement ça se poursuit pas là, il y a une autre branche où là ça se suit, enfin c'est un peu C'est compliqué. un peu compliqué parce qu'il y a eu Halloween 20 ans après, il y a eu plein de choses très différentes. Vendredi 13, il y a eu même un crossover avec Freddy Krueger. Enfin, bref, les studios voient le truc et ils vont en faire mais vraiment n'importe quoi. Et tout le long des années 80, ça va être que des slashers. Parce que ça rapporte énormément, tout le monde va les voir, enfin tout le monde, les jeunes adolescents vont se presser pour aller les voir. Sauf qu'à la fin des années 80, ça va un peu se casser la gueule. Les slashers sont plus aussi bons qu'avant, ils ont été faits à la va-vite. C'est plus les Halloween, c'est plus les Vendredi 13, c'est plus les Griffes de la nuit. Il y a quelque chose en fait qui se perd vers la fin des années 80. Il y a un surplus qui est vraiment plus possible, quoi. Et aussi, ça vient aussi des studios qui vont engager des réalisateurs moins performants, moins bons, qui pensent pas le slasher de la même manière qu'un Wes Craven, qu'un John Carpenter, etc. Alors moi j'ai une question par rapport à ça, c'est qu'au niveau temporalité, ça correspond à peu près à la période du Nouvel Hollywood, c'est-à-dire l'arrivée post-68, années 70, etc., et le cassage de gueule années 80. Et pour le coup, en fait, j'ai jamais fait le lien dans ma tête entre slasher et Nouvel Hollywood, ça a un peu rien à voir. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'on peut expliquer la chute par justement des mécanismes de studio qui étaient en train de changer totalement d'objectif? Je sais pas, est-ce qu'on c'est vraiment une question, j'en ai aucune idée, hein. Est-ce qu'on peut lier les deux ou pas? Oui, mais plus pour expliquer le succès des slashers, enfin plus pour expliquer la multiplication des slashers. Les studios mettent fin à des films ambitieux du Nouvel Hollywood, de réalisateurs et tout, et voient arriver alors le slasher qui coûte pas cher, qui est pour eux un peu très simpliste, parce que vraiment c'est super simple un slasher. Tellement tueur, stéréotypé. masqué, voilà, c'est stéréotypé, c'est cliché. Ils peuvent faire simple pour pas grand chose et ça va rapporter des sous. Ouais, du coup, ça rejoint l'arrivée du blockbuster. Voilà, en fait. du coup, en fait, ça va plus ou moins être comme le blockbuster, tu vois, mais à moindre coût. à moindre coût. En plus, ça va vraiment expliquer tout ça. Et donc, le slasher va quand même continuer à vivre à la fin des années 80 grâce à un truc, les vidéoclubs. Les vidéoclubs, c'est notamment aux États-Unis, c'est vraiment un truc de dingue. Donc, c'est de la location de VHS. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, la VHS, c'est l'ancêtre du DVD. Pour les encore plus jeunes qui nous connaissent, le DVD, c'est l'ancêtre du Blu-ray. D'ailleurs, rien à voir, vous savez que Netflix a stoppé son abonnement. Vous savez, ils avaient genre un abonnement qui existait encore avec des DVD. En gros, tu pouvais. C'est un abonnement Netflix, mais DVD. Et en fait, tu recevais dans ta boîte aux lettres, mais je crois que c'était qu'aux États-Unis, tu recevais dans ta boîte aux lettres des DVD, puis après tu les renvoyais, puis après tu les recevais. Enfin, vraiment. Et ça, ils ont stoppé. Ça n'existe plus. Ça y est, c'est fini. Dommage. Netflix, c'était un vidéoclub. Hein, voilà. Donc, c'est exactement ça. Donc, la location de films, de VHS. Et ça va faire survivre pas mal de slashers qui vont avoir une aura culte. Comme ça, c'est des films qui vont s'échanger sous le manteau et tout. En plus, au même moment, donc dans les années 80, il va avoir aussi cette idée de censure, car les films vont être mis au bagne par la droite américaine, violents, sexistes, sexualisés à fond, et on montre ça à nos jeunes têtes blondes. Oh mon Dieu, quelle horreur! Genre la droite, elle se plaint que c'est sexiste? Oui. Ok. Parce qu'on voit des seins. Oui. On voit des seins. Ouais. Oh mon Dieu, on voit des jeunes adolescents pratiquer l'acte sexuel. En fait, c'est Disney, il n'y avait plus de bac de pureté. Du coup, ils étaient pas pour, tu vois. Ouais, je vois. Mais C'est plus de vente de sexe aux petits-enfants d'autres manières, tu vois. Et du coup, il y a un peu de ça, et ça va aussi un peu ralentir les slashers au cinéma, mais ça va permettre aussi aux jeunes de s'échanger les cassettes, un peu sous le manteau, un peu, tu sais, ce côté d'interdit que t'as vraiment envie d'aller voir et tout. Mais ça va se casser la gueule jusque dans les années 90, avec Scream, qui va vraiment remettre le slasher au centre des films d'horreur, et va réinventer le slasher. Et à partir de là, il n'y a pas une année sans slasher au cinéma, en fait.
ou aujourd'hui sur Netflix, Amazon Prime, il n'y a pas une seule année où il n'y a pas un slasher. Le slasher, c'est vraiment devenu maintenant le centre des films d'horreur, Ah ouais. je trouve. Ok. Il y a le côté simple à faire, Ouais. à moindre coût, et qui amène des gens. Après, j'ai C'est fou, l'impression mais ça, que vraiment- aujourd'hui, et surtout ces dernières années, genre, je sais pas, 5 dernières années, t'as un espèce de revival des vieilles sagas, justement, où en mode, vu que c'est devenu culte avec le temps, et ben ça marche vachement de ressortir des Halloween, de ressortir des Scream, et je sais pas, il y a sûrement d'autres exemples de ils sont- revival. Ils Bah, sont en train de préparer des remakes de Vendredi 13, de Ouais, voilà. L'école Ouais, de Massacre à tronçonneuse. Hein, qui De est Massacre nouveau. à Oui, c'est vrai, il y tronçonneuse a eu aussi sur 2022 Netflix, sur Netflix, ouais. De toute façon, ils jouent beaucoup sur la nostalgie, donc Ouais, c'est Ils jouent ça. aussi c'est des beaucoup trucs sur la qui nostalgie. sont très. Et là, Ils genre, font on pas. arrive à la période où justement c'est devenu assez culte pour dire allez, on en refait et les gens ils Ouais. seront contents en mode cool, un nouveau. Et ça marche, Massacre. enfin, ça Ouais, mais fonctionne. après, les remakes qu'ils font, c'est pas vraiment du copier-coller de ce qui avait été fait à la base, genre. Non, Non, pas je crois que c'est forcément. pas mal. Hein. Mais C'est là, tu vois, vraiment par très exemple, les Scream, c'est vraiment des suites. Ok. C'est des suites. Les Halloween, c'est des suites au premier film. Mm. Ils sont vraiment Depuis 2018, il y en a, depuis 2018 et il y en a 4 vraiment qui très sont très sortis, bons. je crois. Trois. Trois. Trois Halloween, Et- Halloween Kills et Halloween Ends. Oui, c'est ça, ouais. Et là, il y a X qui va sortir bientôt. X. X. Halloween, il y a Halloween Halloween X. 10, quoi. Halloween ouais X. Ouais, ouais. Ah, j'en ai pas Ouais. entendu parler. Ok. Et, Je sais pas s'il est en production ou il sort, mais bref. ah, d'accord. Pardon. Je sais pas. Et donc voilà, enfin, le slasher est vraiment devenu un succès. On a tous les jours des slashers. Ah, j'ai une autre question. Est-ce que Saw, c'est des slashers? Non. Ok. Ça pourrait s'apparenter à un slasher, mais pas Parce que vraiment. tu vois, Jigsaw, c'est aussi Ouais, il y a la le côté- figure masquée un peu Ouais. iconique et tout. Ouais, ouais, Je sais surtout pas, qu'il j'ai attaque, jamais vu de Saw. donc. il attaque ses victimes Ouais. avec un masque de cochon au début. Ouais, mais c'est Oui. quand même loin. Enfin, c'est comme. Mais c'est un peu loin et on est plus sur du torture porn que autre chose, quoi. Ok. Ouais. Enfin, c'est même ça serait comme genre dire le silence. Le Des silence des agneaux, agneaux. ça serait un slasher. Tu vois, genre c'est un tueur en série, mais Ouais, ouais. c'est quand même très loin, quoi. Ouais. J'ai pas vu, Ouais, c'est ouais. pour ça que je posais la D'ailleurs, question. je les ai vus. Le silence des agneaux, c'est bien glissé dans cette faille. Il sort vraiment au moment où les slashers se tombent un peu. Ouais. Et il revient en force avec un petit peu ce côté la psychose ou le voyeur, avec un personnage un peu fou et tout qui va fasciner les gens. Mm. Donc c'est marrant de voir que finalement l'origine du slasher revient au moment où il se baisse. Hmm. Un petit peu. Et le film de zombies, si tu où par rapport à tout ça, genre je veux dire chronologiquement, par exemple les Romero. Romero, c'est avant. C'est encore avant C'est 68, La Nuit des Morts Vivants, je crois. Mm. Et après, il y en a un par dizaine d'années. Je crois qu'après, c'est 78, après, c'est 88. Ouais. Ok. Entre-temps, il y a eu plein d'autres films de zombies et tout, mais c'est vrai que je me suis pas trop renseigné. Ouais, non, c'était juste parce que je savais pas au niveau de la chronologie où ça se situait. Donc voilà. Parce que tu vois, on dit oui, les slashers c'est vraiment le film d'Halloween et tout, enfin le genre de film d'Halloween, mais pour moi, genre la soirée d'Halloween, c'est vraiment la nuit des morts vivants, tu vois. Ouais, mais Genre ça c'est marche le aussi. movie Ah ouais. night avec la nuit des morts vivants. Enfin, Alors, je sais Ah, que moi, les- non, moi, j'associe beaucoup plus ça à Scream, Halloween, ouais, mais je sais pas, t'as vraiment la, tu sais, Freddy, enfin. je sais pas comment ça s'appelle, là, les Midnight. Midnight Movies. Movies. Pour moi, ça c'est quand même vraiment la nuit des morts vivants, quoi. Ah ouais. Ouais, je sais pas, je suis plus que de la vie de Pauline aussi. Ah ouais. Ouais. Ok. Mais je saurais pas dire, je pense que c'est un peu tout un chacun. Ouais. C'est Ah, ça va voir, mais générationnel. je sais pas si l'Institut le diffuse pas chaque année, La Nuit des Morts Vivants. Je sais pas. Je sais pas, je sais qu'ils l'ont diffusé l'an dernier pour le Festival Lumière, je crois. justement. Bah, il y a moyen qu'ils le diffusent chaque année alors pour Festival Lumière. Ouais, mais je cette sais année, pas. ils le font pas. Ah ouais? Non. Non. Mais par Parce que contre, je l'ai ils vu font pas des... mal de fois, ouais. Ok. c'est pour ça. Ils font des programmations pour Halloween. Après le festival, justement. Mais de toute façon, si vous voulez voir La Nuit des Morts Vivants, il est disponible sur YouTube et tout. Ah ouais. Oui, parce que c'est un film Ah, mais oui, c'est vrai. qui a perdu ses droits. Mais alors, comment expliquer l'échec des slashers dans les années 80, à la fin des années 80? Pourquoi expliquer ce cassage de gueule et tout, alors que ça rapporte toujours? Mais pourquoi les gens sont de plus en plus critiques envers ça? Pourquoi ils aiment de moins en moins? Eh bien, en fait, c'est tout simple. C'est parce que la simplicité du slasher est pas si facile que ça, en fait. C'est-à-dire. Eh ben, ça se repose en fait sur deux personnages. Pour moi, faire un bon slasher, ça se repose sur deux personnages. Le tueur et la final girl. Et un tueur qui tue dans un slasher juste pour tuer, c'est ennuyeux. C'est pas intéressant, c'est même malsain.
c'est extrêmement malsain et tout. Et certes, tu peux y voir une certaine catharsis et un petit peu, moi c'est un peu pour ça que j'aime bien les slashers, c'est de voir comment le tueur va tuer, enfin quel est tout le processus. Il y a un petit peu un côté Looney Tunes, même. Non, mais on peut comparer ça un peu aux Looney Tunes, à la violence des cartoons de Tex Avery et tout. Et puis même, il y a un peu de Maman, j'ai raté l'avion des fois. Ouais, il y a un peu de ça, tu vois. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Maman, j'ai raté l'avion. Mais ça se casse la gueule parce que le tueur, il va plus représenter quelque chose. C'est la grosse intelligence d'Halloween, et c'est un peu ce que tu disais en fait, Pauline, c'est qu'il n'est pas décrit psychologiquement, le tueur du slasher. Et pour moi, c'est vraiment le truc le plus important, c'est ne pas donner quelque chose au tueur, c'est l'en faire une silhouette. Pourquoi ? Parce que tu peux y mettre une critique, un reflet de la société américaine dedans. Et plus largement, ce que le spectateur veut. Et plus largement, ce que le spectateur veut voir. Halloween, Michael Myers, c'est un petit peu la réponse de John Carpenter au puritanisme américain qui revient en force, au conservatisme américain qui revient en force à la fin des années 70, puis au début des années 80. Grosso modo, pour Carpenter, le mal est super important. Dans toute sa filmographie, ça transperce partout. Et en fait, pour Carpenter, il en fait quelque chose de suffisamment subtil pour que tu y mettes ta critique de la société américaine dedans. Genre dans Invasion Los Angeles, dans Christine et tout, enfin, c'est vraiment le mal et c'est la société américaine. Ce qu'on a fait de la société américaine, son évolution et tout, aujourd'hui. Et donc, Michael Myers n'échappe pas du tout à ce propos. Et c'est vraiment ça, c'est ce puritanisme américain qui va tuer ces jeunes adolescents libidineux, sexuellement actifs, qui fument de la drogue, qui boivent de l'alcool. Très bien, le conservatisme américain doit tout effacer ça. À travers quoi ? À travers un tueur. Un tueur en plus qui tue à l'arme blanche des jeunes filles. L'arme blanche est souvent comparée à un objet phallique. Merci. Donc voilà, et c'est l'intelligence d'ailleurs de Halloween de 2018, c'est de l'avoir fait 2 ans après l'élection de Donald Trump. On peut y revoir alors là, revoir Michael Myers en 2018, c'est revoir finalement ce conservatisme américain qui revient en force, et notamment avec Donald Trump qui a été élu 2 ans avant la sortie du film. Donc c'est assez malin. Et du coup, c'est très difficile de faire un slasher, parce qu'il faut donner cet aspect-là au tueur. Si tu en donnes pas assez, ton tueur il est ennuyeux, et si tu en donnes trop, bah c'est plus subtil. Tu le prends d'empathie peut-être aussi. Voilà. Tu prends de l'empathie et du coup c'est pas très très sain. Et donc je suis assez fasciné de ce tueur qui attaque quelque part un peu la bourgeoisie aussi américaine, puisque Halloween se passe dans une banlieue un peu modeste et tout, où le mal va s'attaquer du coup dans cette bourgeoisie qui n'était jamais attaquée avant dans les films d'horreur. Donc, du coup, c'est assez intéressant. Vendredi 13, attention, spoiler, encore une fois, donc c'est la mère de Jason Voorhees dans le premier film. C'est une vieille femme, qui va tuer des enfants, enfin des jeunes adolescents aussi sexuellement actifs, pour venger son fils, qui a été abandonné par des monos qui ont pratiqué le coït. Mais on peut y voir du coup cette femme qui se venge en fait d'adolescence. On peut même y voir une certaine jalousie de sa propre adolescence qui n'a pas été aussi sexuellement active et tout. Mais on peut y voir en fait un conservatisme américain. Elle-même, elle est très habillée d'une façon très américaine, enfin pullover, enfin je sais pas, c'est quelque chose. Pour moi, c'est la mère de Jason Voorhees, c'est vraiment la bonne dame bien catholique, bien de droite américaine et tout. Et elle va tuer ses adolescents. Enfin, c'est super intéressant. Il y a tout un pan du slasher qui est super intéressant là-dessus. Et donc, le tueur en série, c'est très compliqué d'écrire. Je pense que le boogeyman est très compliqué d'écrire et on peut expliquer du coup un petit peu ce cassage de gueule avec ça. Avec le néo-slasher, avec Scream, ça va être différent. Les tueurs vont être interchangeables avec les films et tout, et vont représenter autre chose. Vont représenter plutôt l'ennui adolescente et tout des années 90.
post-première guerre du Golfe et tout. Donc il y a vraiment quelque chose aussi d'assez intéressant et de poussif. On peut pousser plus loin aujourd'hui avec les mouvements féministes. Le tueur, c'est le patriarcat. Le boogeyman, on l'a déjà dit, il attaque avec un objet phallique des jeunes femmes. Et la final girl, c'est la victime d'une agression. La victime d'une agression même sexuelle. Ça fait plusieurs fois que tu dis le terme final girl. Est-ce que, c'est assez explicite, mais est-ce que tu peux vite faire... C'était ma passe décisive à moi-même, en fait, tu vois. Ah, ok. La final girl, ça a été défini par une enseignante qui s'appelle Carol G. Clover dans les années 80 pour décrire en fait les personnages féminins qui survivent au tueur à la fin du film. Donc, c'est Laurie Strode à la fin de Halloween, c'est Nancy à la fin de Les Griffes de la Nuit, c'est Sidney Prescott à la fin de Scream, etc., etc. Globalement, dans les premiers temps du slasher, la final girl est souvent présentée comme le personnage à part de son groupe d'amis. C'est celle qui n'est pas encore sexuellement active, elle est souvent considérée comme vierge, alors que ses amis non et tout. Et c'est peut-être pour ça qu'elle survit au tueur. C'est même un des clichés de la final girl, la vierge survit au tueur. Oh, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un message qui va contre l'idée de base ? Et c'est là qu'on y revient, c'est le paradoxe du slasher. Et c'est pour moi une explication aussi du cassage de gueule des slashers aux mains de gens qui ne comprennent pas le tueur et la final girl. C'est qu'ils en font un objet de conservatisme américain en tuant du coup tous les autres et en faisant du slasher une œuvre moralisatrice de droite. En mode le puritanisme, c'est pas si mal. Voilà. Et pour moi, ça explique... C'est la Vierge qui survit, si vous êtes bien, ouais, voilà. Et voilà. Et pour moi, ça explique un petit peu aussi cette chute des slashers auprès des jeunes adolescents qui sont sexuellement actifs à la fin des années 80, début des années 90. C'est plus les mêmes adolescents que dans les années 60. Donc forcément, voir un film qui te prend un peu pour un con en disant « Regarde, t'es sexuellement actif, tu vas te faire tuer », forcément que ça te déplaît. Parce que c'est mal écrit, tout simplement. Parce que la final girl est pas bien écrite, parce que le tueur est pas bien écrit, etc., etc. La final girl, du coup, c'est cette victime survivante du tueur. Et elle va longtemps rester victime. C'est aussi ça qui va aussi peut-être déranger, notamment chez les jeunes adolescentes qui vont découvrir des mouvements féministes. Pourquoi elle ne reste que victime ? Elle fait que subir, quoi. Voilà. Pourquoi elle fait que subir ? D'ailleurs, longtemps dans les slashers, la final girl est sauvée à la fin. À la fin d'Halloween, elle est sauvée par un homme, le docteur Samuel Loomis, joué par Donald Pleasance, etc., etc. Après, souvent, c'est pas aussi des filles un peu, on va dire un peu bêtes, parce que je repense à Halloween où genre, elle aurait eu l'occasion 10 000 fois d'échapper et à chaque fois, elle est là en mode... Je pense que c'est celle du scénar qui font que des fois, tu dois faire des... C'est un peu ouais, ça, je sais, mais du coup, t'as quand même l'impression aussi que même si c'est... comment dire, ça rend aussi ces filles, je trouve, assez débiles, en fait, au final, le personnage. Après, c'est un truc du film d'horreur de manière générale, je trouve, où tu te dis, genre, pourquoi il y va, pourquoi oui, il... mais c'est pas vraiment ça que je veux dire. C'est plutôt genre... comment dire, si tu regardes dans Halloween, les personnes aux mœurs légères, c'est vraiment genre des débiles profonds, tu vois. Mais elle qui, du coup, survit et qui trouve toujours des moyens, au final, elle reste toujours quand même dans cette espèce de débilité, oui, tu vois. Ça reste une adolescente, enfin, pas que les adolescents sont débiles, mais... C'est un peu ça, et en fait, c'est aussi pour la rapprocher des victimes. C'est justement ne pas en faire un être à part parce qu'elle est vierge et tout, mais bien de la rapprocher des victimes. Elle n'est pas plus intelligente qu'eux. C'est pas parce j'avais pas pensé à ça. Elle est final girl, pas parce qu'elle est plus intelligente que ses amis qui ont fait du sexe avant et qui sont morts. Elle n'est pas plus... Et du coup, elle prend aussi des décisions débiles. C'est pour ça que l'écriture de la final girl est aussi importante que celle du tueur. Et c'est pour ça que Halloween en reste un des meilleurs slashers, un des mieux écrits, parce que vraiment, il a posé les bases du slasher, même en termes de forme, mais en termes d'écriture, quoi. Donc, en termes de fond, quoi. Donc, voilà. Et donc, la victime survivante de la final girl, elle va rester longtemps. Ce qui est intéressant, par contre, avec cette idée de survivante, c'est récemment, en 2018, le Halloween de David Gordon Green
fait revenir donc la Final Girl de Halloween de John Carpenter, donc Laurie Strode, jouée toujours par Jamie Lee Curtis. Et La Scream Queen. La Scream Queen. Et je trouve ça super intéressant d'en faire la victime non seulement du boogeyman, mais de la société américaine. Elle vit recluse dans ce film, elle est survivaliste parce qu'elle sait que le boogeyman va revenir, en fait, comme le spectateur en fait, le sait. Et elle est, elle est pas méprisée, mais tu sens bien que les habitants de la ville la prennent un peu pour la folle du coin, quoi. Ouais. C'est la victime, mais dans le film, il y a quand même quelqu'un qui dit « Ouais, ok, mais est-ce qu'elle l'a pas un peu cherché ?» Et du coup, ça remet tout en question. Enfin, c'est super intéressant d'avoir ce point de vue victime, parce que David Gordon Green, en fait, va parler de toutes ces victimes réelles d'agressions physiques par le patriarcat, par un des hommes, d'agressions sexuelles et tout, et de ce, comment on dit, de ce reclus de la société, enfin, qu'elle devienne recluse. Oui, que société. Même après le boogeyman, en fait... Voilà. Ça reste elles qui sont entachées, quoi, en gros. C'est ça. Et du coup, je trouve Halloween de 2018, regardez-le, je le trouve super malin, quoi. C'est génial. Et franchement, moi je l'avais vu au cinéma pour Halloween. Il était sorti au mois d'octobre. Oui, c'est vrai qu'il est sorti pour Halloween. Et c'était vraiment... c'est une super suite au Halloween, au premier Halloween. Et du coup, parler de victimes, justement, d'agressions comme ça dans un film, c'est d'une intelligence superbe. La victime survivante, donc Final Girl, va évoluer, heureusement, parce que finalement, c'est pas si féministe que ça, en vrai. Il n'y a pas eu quand même, il n'y avait pas des critiques un peu sur les termes Scream Queen. Si, Scream Queen, si... justement, c'est un peu dans les mouvements féministes n'aiment pas trop, je crois, justement, parce que c'est la fille qui crie, en fait, la Final Girl. Ça renvoie vraiment l'actrice qu'à ça, quoi. Elle sert qu'à ça, elle crie tout le temps, elle ne fait rien d'autre que d'échapper au tueur, et à la fin, elle va être sauvée par les flics ou une autre personne. Après, Jamie Lee Curtis, Scream Queen, moi, je vois plutôt ça comme un terme pour dire... parce qu'elle a été l'actrice emblématique du slasher. Elle a joué. C'est pas que elle qui qualifie de ça. Non, il n'y a pas que elle, mais. Oui, mais c'est une des Scream Queens. Et c'est plus. Pour moi, c'est plus pour dire. L'emblème des films qui font crier. Tu vois. Et pas que ce soit elle qui crie forcément. Et du coup, c'est ça, en fait. La Final Girl est un peu critiquée malgré tout. Pour ces aspects-là, pour un peu aussi ces aspects un peu godish, tu vois, t'en parlais un petit peu frigo. Et d'ailleurs, dans Massacre à la tronçonneuse, que tu as expliqué qui était un proto-slasher, la Final Girl, ses hurlements sont insupportables. La fin du film, je dis pas c'est ça 5 en mal minutes, parce que vraiment, psychologiquement, en fait, c'était trop mal. Mais la fin du film, elle fait que hurler tout le long. C'est que ça. La fin du film, c'est 5 minutes d'hurlement. Et heureusement, elle va évoluer avec le néo-slasher, la Final Girl, et notamment avec Scream. La Final Girl, le Scream, c'est Sidney Prescott, joué par Neve Campbell, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et qui est badass. Voilà, je vois pas d'autres mots. En fait, elle va faire les mêmes erreurs. En fait, les mêmes erreurs que toutes les Final Girls. Elle va prendre des décisions débiles et tout, alors qu'elle est critiquée avant dans le film. Mais au lieu d'échapper au tueur par la porte de derrière, elle va monter à l'étage. Tu vois, c'est des décisions qu'elle prend débiles. Donc c'est une Final Girl. Mais la fin, elle n'est plus la victime qu'on va sauver. Elle va être la dernière survivante qui va agir. C'est elle qui attention spoiler, qui tue le tueur. C'est elle qui met fin au tueur. Et en plus, je finis juste sur Scream. Et en plus, ce qui est super intéressant avec Neve Campbell et Sidney Prescott, son personnage, c'est qu'elle va apparaître dans 4 autres films après Scream. Alors que les tueurs sont interchangeables. C'est certes toujours Ghostface, mais l'identité du tueur n'est plus la même. Alors que la Final Girl reste pendant 4 films.
Du coup, le fait que le tueur est interchangeable, c'est pas une des premières fois que du coup on peut tuer le tueur. Complètement, c'est tout l'aspect de Scream, c'est d'être méta, c'est un film métafictionnel en fait, qui parle des slashers, qui parle des films d'horreur récents, et tout le temps en fait. Le premier Scream va parler des slashers, va le critiquer, va en donner des nouveaux codes. Et d'ailleurs, ça prend un peu à revers Black Christmas. Oui. Mais je vais pas spoiler puisque je pense qu'on en parlera dans les retours. Bref, on en parlera dans un futur épisode, donc il faut continuer de nous écouter. Du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a vraiment 2 générations du slasher ? Complètement. Avec la première, du coup, les Halloween, les Vendredi 13. Qui est super importante, et qui est très très bien. Les films sont vraiment bien pour certains. Et du coup, une deuxième qui serait plus un peu un slasher plus cinéphile, on va dire, méta, où tu as une conscience de ce que t'es en tant que film. Et plus méta et tout. Et en plus, donc du coup, Scream et les slashers en général, donc, comme je l'ai dit, reflètent la société américaine et vont refléter les adolescents et tout. Et Scream va notamment refléter les adolescents qui connaissent ces slashers, parce que du coup, ils connaissent les codes. Maintenant, la question, c'est comment vont-ils survivre à un tueur masqué en connaissant les codes ? Ok, question de noob encore. Est-ce que X, Pearl, les derniers films de Ty West, c'est des slashers ? Je les ai pas vus, donc je peux pas dire. T'as vu toi des cas, J'ai vu X. C'est un slasher ou pas ? Je crois pas. Je pense qu'il y a des trucs du slasher. Ouais. Parce que vous parliez de l'évolution très méta et donc... de ce que j'ai compris, les films ont beaucoup ce truc de réflexion sur le médium, etc. De ce que j'ai compris, son 3e film va être un slasher par contre. Maxine ? Ouais. Okay. De ce que j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux et tout. Ok. Et je veux finir un peu sur la Final Girl. Sur aujourd'hui, la Final Girl, avec tous les mouvements féministes qui sont arrivés, notamment après MeToo, la Final Girl va prendre un nouvel aspect et va vraiment représenter les mouvements féministes, représenter, en mettant vraiment les 2 pieds dans le plat, toutes les agressions que subissent les femmes dans tous les milieux. Et pour cela, je vais vous recommander un film qui s'appelle Lucky, de Natasha Camprani, je crois. Carmani, pardon, Natasha Carmani, Lucky de Natasha Carmani, qui est disponible sur Shadows et qui est foutrement génial sur ces questions de féminisme et de femmes dans le film d'horreur, dans le slasher notamment. C'est foutrement génial, c'est super bien fait. Ça te met un peu un plomb dans l'aile quand même. Je vais pas vous mentir sur comment dire, la solution trouvée à toutes ces agressions et tout, ça met un peu un plomb dans l'aile. Mais vraiment, voilà, Lucky, regardez ça. Pour ma question, du coup, avant que je la pose, parce que j'allais dire, en fait, on parle beaucoup de féminisme, de machin truc, mais en fait, à la fin, c'est quasiment que des mecs qui ont réalisé, en tout cas, c'est beaucoup de mecs qui ont réalisé les slashers, quoi. Donc je me disais, est-ce qu'en fait, on a des réalisatrices de slashers ? Il y a des réalisatrices de slashers. Toute la saga des Slumber Party Massacre, ou Massacre Party, Slumber Massacre Party, je crois. Donc c'est 3 films réalisés par des femmes. Il faut pas en tirer la conclusion que c'est des films féministes non plus. Parce non, que c'est sûr, faut pas faire ça. Il faut aussi comprendre que le slasher, notamment dans les années 80, est énormément piégé par les studios. Non voilà. Ouais. Énormément piégé par les studios, et c'est les studios qui vont demander à dénuder telle ou telle personne. Et c'est d'ailleurs le réalisateur de Vendredi 13, 6, Jason le mort-vivant, je crois. De Jason le mort-vivant, quoi. Qui a refusé de dénuder, qui a demandé à une actrice si elle était OK pour enlever son t-shirt lors d'une scène de sexe. Elle a dit non. Donc le réalisateur a dit très bien, on tourne la scène, t'es en t-shirt, il n'y a pas de souci. C'est le film de la saga qui a le moins de scènes dénudées, du coup. Et ça n'a pas plu au studio du tout. Tu m'étonnes. Et aux fans à l'époque, à l'époque, les fans ont été un peu forcément déçus. Aujourd'hui, les gens disent que c'est au contraire plutôt un super move de la part du réalisateur, déjà d'avoir posé la question à l'actrice et tout, et d'avoir pris en compte. La barre est basse quand même, c'est dramatique. Mais c'est terrible de dire ça. Je trouve ça terrible de dire ça. Ça devrait être normal. Non, mais c'est pas toi que je dis. Je sais, mais on est d'accord que ça devrait. C'était quand déjà qu'il a fait ça ? On est dans les années 80. On doit être en 86, 87. Tu peux pas en demander plus années 80.
Donc voilà, heureusement aujourd'hui, le féminisme et le slasher va peut-être évoluer. Donc voilà. Ok, j'ai encore une question. Est-ce qu'il y a des films qui prennent à contre-courant le truc de la Final Girl et ils font genre un Final Boy ou... Ouais, ça existe, les Final Boy, souvent avec une femme. Vendredi 13-2, un Final Boy. Comment ça Il y a deux femmes. Il y a un Final Girl et un Final Boy, pardon. Ok. Pardon, Donc, excusez-moi. ça prend un peu, effectivement, à contrepoint. J'ai pas d'autres exemples comme ça. Alors, j'ai un exemple, mais là aussi, ça spoil un film que je n'ai pas vu, mais c'est un spoiler assez connu aussi, du premier film Massacre au camp d'été, où, du coup, c'est un... Ah, mais il n'y a pas une histoire de travesti ? J'allais y venir, ouais. Okay. Grosso modo, c'est un peu un repompage de Vendredi 13, des jeunes moniteurs se font tuer et tout. Et en fait, à la fin, la Final Girl, on apprend que c'est le tueur et que c'est pas une girl. Donc il y a même une histoire de transidentité et tout. Ouais. Il faut faire un slasher avec des drag queens en fait. Je un truc de drague en fait. Tu tiens un truc. Tu tiens un truc, écris des cas, écris. Voilà, et là tu critiques l'homophobie de la société. Et tout. Après, on attend toujours l'article qui doit écrire. Oui, c'est vrai. Mollet. Alors, on va enchaîner du coup. Et donc, toute cette partie un peu sur la Final Girl et sur la Final Girl aujourd'hui avec ces mouvements féministes qui ont heureusement existent, me fait poser la question, et aujourd'hui, à quoi doit ressembler le slasher ? Parce que le slasher, c'est quand même quelque chose d'ultra codifié, qui peut être très maladroit, comme je l'ai déjà dit, qui peut être vraiment très mal fait si on ne comprend pas les règles du slasher. Comment on peut faire un slasher en 2023 avec des codes aussi clichés, sans ennuyer le spectateur ? C'est la question que je pose. Est-ce qu'on devrait ? C'est ma question. Continuer à faire des slashers, tu veux En dire ? 2023, ouais. Est-ce que ça y est, quoi, on n'a pas tourné autour du truc ? Déjà, il y a toujours ce mouvement féministe qui existe et tout, qui peut être très intéressant à poser dans un slasher. T'en parlais en rigolant, mais un slasher qui dénonce l'homophobie, ça peut être super intéressant aussi. Tu vois, il y a toujours quelque chose à faire. Mais sous quelle forme ? Dans le fond, je pense qu'un slasher peut trouver encore des choses à dire. Ouais, moi, c'est pas le fond qui me gêne, c'est plus la forme. Et c'est la forme qui va un peu... Donc, il y a eu quelques essais. Je pense à 2 films que je n'ai pas vus. Un qui s'appelle Happy Birthday, qui a l'air un peu cool en vrai. Oui, je crois que c'est bonne réputation. Ouais. C'est quoi l'histoire ? Oui, c'est une fille qui se réveille, qui va se faire tuer, et en fait, elle revit sa journée à chaque fois. Okay. Donc, en fait, il y a la boucle temporelle. Les slashers essaient de rajouter un petit peu d'autres éléments qui peuvent amener effectivement dans la forme à une certaine nouveauté. Il y a un autre film dont j'ai oublié le nom, mais si vous le tapez sur Internet, vous allez vite retrouver, je pense, qui parle en fait d'une jeune fille qui échange de corps avec son tueur. Wow. Ok, elle essaye de se tuer du coup. Non, mais du coup, elle essaye de convaincre qu'elle n'est plus dans son corps et tout, et qu'elle est dans le corps du tueur. Sauf que le tueur, il est recherché par toute la police, forcément. Ah oui. Ok. Mais du coup, t'es quand même obligé de rajouter vachement des éléments. Mais du coup, voilà, ça rajoute énormément d'éléments. On y revient un peu à ta métaphore dans la saison 2 de Hamburger. Est-ce que si tu rajoutes des éléments, ça devient toujours le même hamburger ? Voilà, je pense que si, quand même. Mais ouais. Après, c'est comme tous les genres qui sont nés dans des années où on se permettait des choses et où le regard sur la société était différent. Il faut réussir à garder ce qui est bon et à l'adapter avec au nouveau regard qu'on a. Et c'est là où tu fais la différence entre les bons réalisateurs et les réalisateurs qui pompent juste des codes sans rien comprendre, quoi. Complètement. Parce que comme tu as dit, en fait, tout ça, c'est un reflet de l'évolution de la société américaine. Et du coup, si tu fais un slasher aujourd'hui comme tu le faisais dans les années 70, forcément, ça n'a aucun sens. Complètement. Du coup, pour moi, on peut continuer à faire des slashers, mais en fait, comme de manière générale, on continue de faire des films qui reflètent
quelque chose de nouveau, quoi. C'est un peu... En fait, c'est un peu comme le cas du western, tu vois. C'est un genre qui a su évoluer et on continue encore à en faire. Mais voilà, Oui, mais les c'est premiers. pas aussi codifié dans la forme. Voilà, quoi. c'est pas si codifié dans la forme. C'est ça qui est compliqué, je trouve, dans le slasher. C'est vraiment la forme est très compliquée à Oui, en renouveler. mode, au bout d'un moment, t'as l'impression d'avoir vu le même film 15 000 fois. David Gordon Green a un peu essayé de le faire aussi avec son Halloween Ends, donc le dernier de sa trilogie Halloween, où il met fin au slasher, littéralement, vraiment. Regardez Halloween Ends, c'est génial. Et il le fait de manière à ce que ça soit pas un slasher. Enfin, c'est assez étrange. Il y a même beaucoup moins de meurtres. On voit beaucoup moins le boogeyman que dans les autres. Et tout. Donc il y a aussi une recherche quand même de certains réalisateurs justement dans. Ouais. Donc le slasher peut continuer à se faire. Et je pense qu'il va avoir des petites recherches dans la forme encore. La forme aussi série va prendre aussi un peu plus de place. Il y a pas mal de séries qui ont repris les codes du slasher. Il y a une série Scream qui a floppé, mais voilà, il y a une série Scream. Il y a une série d'anthologie sur Netflix qui s'appelle Slasher, tout simplement, où chaque saison parle d'un slasher. Et récemment, là, début octobre, on a appris que Miramax avait obtenu les droits d'Halloween pour en faire une série. Ok. Ouais, mais tu vois, c'est marrant, c'est quand même toujours sur les mêmes premières bases, voilà, quoi. on va y revenir sur la base. C'est genre, on fait des nouveaux trucs, mais c'est quand même Scream, c'est quand même Halloween, quoi. Après, spoiler alert, sur toute forme artistique, genre musique, film ou ce que tu veux, c'est retour aux années 80 ou années 60. Hein. Non, mais bien sûr. Mais tu peux vouloir faire des slashers en mode retour aux années 80, mais faire quelque chose de nouveau, un nouveau personnage, etc. Je pense que c'est... Là, il y a quand même peu de nouveaux personnages. Tous les Je trucs pense que que tu c'est vois vraiment ressortir, sur la nostalgie. Ah oui, non, Ouais. mais il y a ça, et je pense que c'est très dur d'inventer un nouveau personnage, et notamment un nouveau boogeyman. Je pense pas. Une nouvelle icône de l'horreur, c'est très dur à inventer. Franchement, je pense pas, parce qu'avec les techniques que tu as aujourd'hui en maquillage et tout, tu peux arriver à faire des trucs démentiels. Je parle pas en termes de maquillage ou de forme et tout, je parle vraiment en termes iconisation, tu vois. Non, même au niveau maquillage, je suis pas d'accord. Parce que ce qui marche très bien aussi avec les boogeyman, c'est que c'est simple. Oui, et c'est que n'importe qui pour Halloween, t'achètes ton masque à 10 € et t'es le méchant de. Oui, mais justement, moi, tu peux arriver à trouver des trucs simples encore actuellement. Et justement, avec du maquillage et les techniques qu'on a, tu peux faire des trucs de fou, tu vois. Ouais, mais bon, c'est prendre le risque que ça prenne pas, quoi. Ouais, mais justement, le problème, il est là, en fait. Je pense que c'est plus monétaire que simplement le fait d'avoir envie, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour moi, le dernier boogeyman vraiment qui a été inventé, là, et qui est excellent, c'est Art le clown dans Terrifier 1 et 2. Ah ouais. Terrifier 1 est très mauvais, c'est un très mauvais film. Le 2 est vraiment très très chouette. Mais ce boogeyman, il est effrayant. Et il est d'une justesse incroyable. Ouais, juste arriver à te faire rire et la scène d'après à te faire vomir, chapeau. C'est un mélange parfait entre Charlie Chaplin et Michael Myers. Il est génial, vraiment génialissime. Mais arriver à te faire rire dans une scène qui t'inquiète, moi je trouve ça fort. Et du coup, c'est peut-être pour moi le dernier boogeyman un peu qui a été inventé et qui a des choses. Donc, pour inventer une nouvelle icône de l'horreur, effectivement, il faut se renouveler et ça va être un peu compliqué pour moi. J'ai une question qui vient de me venir actuellement. Ça va rien dire. Même. Parce que du coup, c'est principalement des films américains. Ouais. Ce qui fait que il y a une possibilité qu'ils aient été doublés, voire adaptés dans d'autres langues. Ouais. Ce qui fait que, est-ce que tu aurais peut-être une data sur les Scream Girls ou du coup les gens qui crient de manière générale? Est-ce qu'ils étaient redoublés? J'en ai aucune idée. Ok. C'est une bonne question. C'est une Faudrait bonne essayer question, de regarder en ouais. français, ne serait-ce que. Ouais, mais j'en ai aucune idée. J'ai vu tous mes slashers, je les ai vus en VO. Donc, Ouais, t'as pas essayé de faire un saut en VF histoire de voir ce que ça pouvait donner? Non, effectivement, je me suis pas intéressé à ça, mais c'est vrai que c'est assez intéressant pour le son et tout. Et est-ce qu'il y a des slashers français, qui prennent les codes du slasher, mais en France ou en Europe? Ouais, il y a. Alors, j'ai pas eu le temps de les lire dans le livre Slasher. Attention, ça va couper. Je rappelle, aux éditions Vent d'Ouest. Achetez-le, #ad, pas du tout. Et ils en parlent un petit peu donc, dans ce livre, donc j'ai pas eu le temps de lire, mais effectivement, il y a eu des films qui ont repris les codes du slasher en France. Je crois qu'il y a un film qui s'appelle Frontières,
de Xavier Jans, je crois. Je crois que c'est Xavier Jans qui l'a fait. Ok. Pauline, peut-être tu peux ouais, je vais peut-être ouvrir, juste juste regarder les films qui sont cités dans la partie cités. slasher français. Mais du coup, juste pour les films que vous avez prévu que je regarde, est-ce qu'il y a des scrims, du coup, dans vos films? Sans spoiler, mais Des juste... screams ou des screamers? Non. Non, des scrims, des gens qui Ah, crient. des... quoi Des gens qui crient. Oui. Oui. Bah oui, de toute façon, c'est un Je slasher. ferai l'effort de regarder Ouais. la VF sur certains trucs pour voir s'il y a des différences ou pas. Ok. Alors, déjà, il faut savoir que les slashers ont un peu sorti des frontières américaines. Il y a des slashers en Corée, en Allemagne et tout, et en Italie aussi. D'ailleurs, l'Italie a très vite repris son côté giallo dans les années 80, alors que c'était plus trop à la mode en Italie, quoi. Bah, d'ailleurs, le dernier Dario Argento, c'est un slasher, quoi, quelque part. Lunettes noires. Ah, je l'ai pas vu. Oh mon dieu. Alors, dans ce super livre Slasher, attention, ça va couper. Vraiment, on va faire de la pub. Il cite Promenons-nous dans les bois, sorti en 2000. Ok. Haute tension d'Alexandre Aja en 2003. Ouais. Ouais, ok. Bon, il cite Martyr aussi de Pascal Laugier, mais je pense, de ce que je connais, non, c'est pas trop ça, quoi. Et La Cité de la Peur. Ah oui. Oui. La Cité de la Peur, oui, d'Alain Berberian, avec les nuls, donc Alain Chabat, Dominique Farrugia et Chantal Lobby, effectivement, prend énormément le code du slasher pour le tourner à la parodie, avec Red is Dead. Et c'est génial, ils ont parfaitement compris les codes du slasher pour en rigoler et tout. C'est vraiment, vraiment très très bien fait. Carpenter, il est américain. Carpenter est américain, ouais. Je sais pas pourquoi je crois qu'il était canadien. C'est David Cronenberg qui est canadien. Oui, ouais. Ça oui. Ok. Donc voilà, les films, les slashers, un peu tout ce que j'ai un peu à dire dessus. Il y a tellement de choses à dire, c'est un sous-genre tellement intéressant. J'ai pas parlé de la censure, mais j'en ai très peu parlé, mais bien entendu, ça a des films qui ont dû faire face à la censure américaine. Paradoxe, c'est la droite américaine qui voulait faire censurer ces films, alors que certains ont justement un message moralisateur conservateur. Pas vraiment être trop réfléchir non plus. Hein. Voilà, c'est ça, c'est un peu... voilà, c'est un peu con, mais... Donc voilà, ce que j'ai à dire sur les slashers. Ok, bah écoutez, on va pouvoir passer à la fin et la suite. Ce qu'on va faire maintenant, nouveau petite rubrique, je sais pas comment dire, mais enfin bon, vous avez compris, c'est qu'à la fin du coup de toute la discussion, de la présentation du thème, on a un peu le focus des chroniqueurs, on va dire. Et donc si chacun a un point de focus sur lequel il a soit travaillé, soit une question dont il aimerait pousser un peu le truc, donc bon, c'est si on en a une, hein, on n'est pas obligé d'en avoir une. Est-ce que Frigo, t'as un focus pour cet épisode ? Écoute, en vrai, non. Enfin, là, en fait, je me pose des questions, parce que j'ai cherché quand même avant l'épisode et tout, mais en fait, j'avoue, j'ai pas fait l'effort de me renseigner sur le slasher pour avoir des questions, j'avoue. Mais en fait, là, du coup, le son m'intrigue, on va dire. Ouais, en fait, on fera toujours un focus son. Oui, en fait, je pense, au final, ça risque d'être ça. Mais parce que, en vrai, quand même, le son est super important, tu vois, dans ce genre de truc. Et des musiques très... est-ce que, en dehors des musiques, dans les films peut-être sur la période slasher, est-ce qu'il y avait tout le temps de la stéréo? Est-ce que tu avais de la mono Oula, le pauvre, t'aurais dû demander avant pour qu'il fasse la recherche. Voilà. Ouais, là c'est un peu compliqué, surtout que moi. Avant ou après Star Wars? C'est après Star Wars. Oui, c'est après Star Wars. Pas longtemps après ou direct? Pas longtemps après. Halloween c'est 78, le premier Star Wars c'est 77. Ah, donc il y a un monde où c'était en mono. Voilà. J'ai répondu à la question. Tu nous diras. Ouais. Mais la réponse. le son dans les slashers c'est assez intéressant parce que je le trouve pas forcément travaillé. Et notamment parce que la musique prend une place ultra importante. Alors, je pense que tu te rends pas compte dans Halloween la place du son quand même. Hein. Mais je sais pas, c'est quand même un travail d'ambiance de fou généralement pour créer l'angoisse. C'est vrai que ça joue pas mal sur les silences, tu me diras aussi certains. Ah, ça joue sur le silence. Mais puis tu sais les craquements de. Voilà, mais je sais pas, pour moi il y a toujours la musique qui est derrière en fait à un moment donné et qui va un peu gâcher. Enfin pas gâcher parce que la musique d'Halloween est génialissime. Ouais. Tu fais un peu running gag quand même au bout d'un moment. Mais... Il y a toujours des thèmes de ouf quand même. Ouais. Mais après, t'as aussi des trucs, parce que là, je pense pourquoi Halloween, mais du coup, je sais pas si t'as pu peut-être noter ça ou peut-être
lire ça, je sais pas, mais genre, par exemple, dans Halloween, Michael Myers, il est marqué par sa respiration dans le masque. Oui. Genre, c'est un truc. En fait, tu sais qu'il est là parce qu'à des moments, tu l'entends sans le voir, en fait. Et du coup, ça rajoute aussi la présence du personnage, Ouais. ça te fait de l'angoisse. Complètement, oui, c'est vrai qu'il y a la respiration de Michael Myers qui Je est sais très pas, cool par et qui est super bien reprise dans la trilogie Halloween de David Gordon Green. Ok. Pour le coup, c'est un truc que j'ai remarqué par contre plutôt avec les films récents. Ok. Et parce que j'ai plus fait attention, depuis que je te connais, je fais un peu plus attention au son, et Halloween, je ne l'ai pas revu depuis. Mais effectivement... Je sais pas si vous avez souvenir, vous, je sais pas, dans Scream ou dans d'autres trucs. Scream, j'allais y venir. Le son va plus passer par les coups de téléphone. Enfin, c'est superbe, un peu comme dans Black Christmas et dans Terreur sur la ligne aussi, où le son du téléphone va être un son effrayant. Genre le quotidien est effrayant. Donc déjà, ça dit énormément de choses aussi. Ok. Le son fait peur dans les films d'horreur. Voilà, enfin, clairement, et dans Scream, c'est génial. Il se transforme sa voix aussi. Donc il y a aussi tout ce côté-là, un petit peu au niveau du son dans Scream. Pareil, dans Black Christmas, les appels, c'est... C'est angoissant. Et puis on la voit que la personne qui les appelle prend au téléphone et tout, qui prend plusieurs voix d'ailleurs. Ah mais clairement, depuis que j'ai eu Terreur sur la ligne, Scream et Black Christmas, moi je réponds plus à mon téléphone, c'est marrant. C'est à peu près tout ce que j'avais, je pense, à dire. Focus. Ouais. Je pense, en vrai, à parté, je pense que je ferais quand même peut-être l'effort de faire les recherches pour le son. Peut-être intéressant en vrai. grave. Carrément. Quand tu feras tes retours, tu pourras. Ouais, carrément. Ouais. Moi, j'ai pas trop de trucs. Juste une petite question. On a cité beaucoup de sagas. Pour vous, c'est laquelle la saga à conseiller? Enfin, si on doit avoir une saga de slasher, quelle est pour vous celle qui... Est-ce que c'est Scream? Est-ce que c'est Halloween? Je pense que ce sera une des deux. C'est une des deux, mais en vrai, c'est tellement compliqué parce que pour moi, tu peux pas forcément comprendre Scream si t'as pas vu Halloween. Tu peux pas comprendre toutes les références sans avoir vu Halloween. Ouais. Donc du coup, regardez le premier Halloween, et ensuite regardez toute la saga Scream. Ok. Parce que la saga Scream est très cool, vraiment. Donc déjà, les 4 réalisés par Wes Craven sont assez intelligents. Le 1 parle de slasher, le 2 va parler de suites, et notamment des suites au cinéma. Le 3e va plus parler du système hollywoodien. Et d'ailleurs, Scream 3 est super intéressant à voir après l'affaire Weinstein, parce que, c'est un film produit par les Weinstein qui parle d'un producteur qui a violé son actrice, Scream 3, ça parle de ça. Wes Craven était forcément au courant, du coup. C'est obligé. Il pouvait pas faire Scream 3 sans être au courant, en fait. De toute façon, tout le monde était au courant. Ouais. Oui. Et Scream 4 va plus parler des nouvelles technologies, donc notamment les réseaux sociaux et tout, et des nouveaux films d'horreur qui font la part belle au gore et vraiment à cette violence graphique. Puis après, t'as Scream 5 et Scream 6. Bref, c'est vraiment une saga que j'adore, Scream. Pour ce côté méta. Excuse-moi, je reviens. J'ai peut-être une question et je suis choqué que tu l'aies pas peut-être, mais genre, est-ce que le slasher existe dans d'autres parties du monde, genre en Asie ou On en y a Inde? On l'a dit il y a genre 10 minutes. Ah bon? Il est pas dans le vocal. Sérieux? Oui. Ah bah Il excusez-moi, a mon ouvert cerveau le s'est livre éteint. pour citer des... Pour Oui, en citer France, mais moi je te parle en Asie ou en Mais Inde. si, j'ai dit qu'en Asie, ça existait aussi. Ah ok, En je suis pas Corée, entendu. En Italie, Corée. il a dit que ça revenait. En Italie, ça est revenu aussi dans les années 80, alors que c'est... Après, excusez-moi, mais j'ai dit en France et aux États-Unis, est-ce que dans d'autres parties du monde? Mais j'avais pas entendu les autres trucs. Ouais, pas de souci. Je me fais tomber dessus là. Et du coup, le focus de Pauline. Ok, en fait, moi on a déjà donné pas mal d'éléments, mais peut-être que Louis, tu pourras préciser quelques trucs. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce rapport entre slasher et adolescence. Et est-ce que c'est un truc qui doit vraiment revenir dans tous les slashers, et comment c'est adapté dans les suites avec ces gens qui ont grandi, justement. Et aussi, ça pareil, on a commencé à donner des éléments de réponse, mais est-ce que les slashers n'ont pas finalement été peut-être sans le vouloir, des manifestes puritains avec les gens qui ont des relations sexuelles qui sont punis, quoi. Les adolescents qui ont des relations sexuelles. Où tu as 2 focus? Non, c'est vraiment lié à l'adolescence, en mode... Est-ce que c'est pas bien de faire le sexe quand on est mineur ou adolescent, selon les slashers? Et pourquoi ça revient, comment ça revient dans l'évolution du slasher?
Ok. Rappelle-moi ta première question. Déjà, est-ce que c'est forcément lié à l'adolescence et comment cet élément du slasher est géré dans les suites ou qui gardent les mêmes personnages? Dans tous les slashers que j'ai pu voir un peu pour préparer notre épisode, effectivement, ça a souvent un rapport avec l'adolescence. C'est souvent des adolescents, des jeunes adolescents et tout. Pourquoi ? Parce que c'est aussi pour attirer le public. À vrai dire, en fait, c'est un peu la même chose que pour les teen movies, que pour la naissance du teen movie. Donc, de ce que j'en ai lu, les années 50 voient l'arrivée de la télévision et l'adolescent ne sort plus, il reste cantonné devant la télévision, il ne sort plus, notamment au cinéma. Donc, les films marchent moins bien et tout. Arrive alors le teen movie pour que l'adolescent, en fait, se projette dans les personnages qu'on va lui présenter dans les films. On se projette aussi dans les lieux communs, donc le lycée et tout, qu'il connaît. Et le slasher, c'est un peu ça aussi. C'est pour attirer l'adolescent au cinéma, voir d'autres films que Star Wars, et du coup, qui se projette dans ces personnages et tout. C'est aussi... comme je l'ai déjà dit, le slasher est un reflet de la société américaine, mais surtout un reflet de l'adolescence américaine, qui a énormément évolué très vite après la guerre du Vietnam, avec notamment toute la contre-culture et tout. Les adolescents ont grandi avec ça, ont grandi dans le fait qu'ils vivent dans une société qui n'est pas le tout blanc, en fait, qui n'est pas le gentil gendarme du monde et tout. Donc, le slasher va essayer de leur parler de ça, va essayer vraiment de leur parler de l'Amérique, de la société américaine, de la société dans laquelle ils vivent, et de montrer leur évolution. On le voit très bien avec Scream aussi. C'est pas du tout les mêmes adolescents que dans Halloween. Dans Scream, c'est des adolescents qui sont post-guerre du Golfe, première guerre du Golfe. C'est des adolescents qui s'ennuient puisque l'Amérique leur propose plus rien. C'est les débuts des crises économiques et tout. Et c'est des adolescents qui s'ennuient, donc qui vont se déguiser en tueurs. On va changer un petit peu le process. Et qui vont s'ennuyer aussi devant les films, mais qui vont être au final acteurs de leurs films avec Scream. Comment ensuite c'est géré dans les sagas, quand les acteurs grandissent, on trouve des nouvelles têtes adolescentes, notamment dans Scream, donc avec Scream 4 tout d'abord, où les adolescents du premier Scream ont grandi, sont adultes, et vont aider en fait les nouveaux adolescents à combattre le tueur. Il y a aussi le rapport à l'adolescence, même quand c'est des adultes qui meurent dans le film. Je pense à un film qui s'appelle Le Jour des Fous, qui raconte l'histoire d'adolescents qui harcèlent un gamin, puis des années plus tard, ils vont revenir dans leur lycée et ils vont se faire tuer un par un. Et c'est des adultes qui se font tuer. Tu vois, c'est en plus là, donc déjà on change de victime, mais il y a toujours ce rapport à l'adolescence. Voilà. Je pense que c'est important, en fait, cette adolescence et tout, pour parler aux plus jeunes, pour aussi les parler de critique, enfin les amener à réfléchir sur ce qu'ils vivent aussi eux. Et puis voilà quoi. Un peu, on revient un peu à ce que je disais sur la critique de la société américaine. En fait, finalement, on leur montre ça pour critiquer la société américaine, pour ensuite que eux se fassent un avis sur ce qu'ils vivent. Ok. Du coup, sur la deuxième partie de ma question, je vais essayer de préciser un peu plus. L'arrivée des slashers, de ce que tu as expliqué, elle se fait post années 68, tout ça, et voilà, et plutôt finalement dans les années SIDA, quoi. Oui. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, tu vois, mise en garde des relations sexuelles, parce que à cette époque-là, il y avait un peu une peur, tu vois, des maladies sexuellement transmissibles, de tout ce genre de choses, qui du coup va potentiellement pouvoir tomber dans quelque chose de puritain sans le vouloir. Ouais, c'est intéressant comme question. Alors, j'ai pas vu de slasher des années 80, enfin des années un peu SIDA qui en parlent vraiment de front comme ça. Il y a
un film par contre qui est sorti en 2014 qui s'appelle It Follows Ouais, je pensais à lui un David peu, Cameron Mitchell, qui est un slasher, qui reprend énormément les codes du slasher. Effectivement, on peut le prendre comme un biais de comment dire, De lecture. de lecture, merci, sur les IST et sur les maladies sexuellement transmissibles et tout, puisque It Follows raconte l'histoire d'une fille qui a des relations sexuelles, qui se fait poursuivre par une créature, qui marche très lentement et tout le temps en fait. Elle est tout le temps poursuivie pendant tout le long du film. Et sauf que je pense que It Follows ne parle pas forcément que de ça, mais parle aussi du passage à l'âge adulte et tout. On peut voir aussi la relation sexuelle dans les films un peu comme ça aussi. Ce passage, ce saut dans l'inconnu, quelque part. Ouais. De la vie adulte. On fait quelque chose d'adulte. Ouais. L'adolescent grandit d'un coup et tout. Ouais. Et pour revenir sur le côté puritain, c'est un peu ce que je disais, c'est effectivement un film très mal écrit, un slasher très mal écrit. Effectivement, on va tomber dans le puritanisme moralisateur, alors que ce n'est pas le but de base quand on regarde Halloween de Carpenter, en fait. Ouais, oui, bien sûr. Clairement, il y a plutôt... et puis il y a tout le paradoxe avec la droite américaine qui vont critiquer ces films. C'est complètement con. Mais effectivement, je pense qu'il existe aussi des réalisateurs et des studios bien bourrins, bien de droite, qui ont voulu faire des films moralisateurs, cacher ce sein que je ne saurais voir, en trucidant la bonne dame. Ok. Je crois qu'on a tout dit. Ouais, j'ai rien de plus. C'est Ajouter. très compliqué, le slasher. Il y a tellement de choses à dire, vraiment. Regardez-en, c'est vraiment super intéressant. Moi, je m'y suis mis un peu sur le tas au slasher. C'est les films d'horreur, je voulais pas en entendre parler. Les slashers, pareil. Et quand j'ai découvert Halloween, j'ai découvert tout un nouveau monde de cinéma, parce que c'est vraiment des films de cinéma pour certains. Ouais, non, moi aussi, j'avoue, j'avais un peu cette image de genre, films d'horreur, c'est les films pour ados, trucs que tu vois un peu entre potes, mais qui sont pas du vrai cinéma et tout. Et en fait, c'est vrai que plus j'en vois, plus je me dis, il y a des idées de cinéma dans certains, mais qui sont incroyables. Et en plus, parfois, ça peut vous faire passer vraiment une très bonne soirée avec vos potes, une très bonne soirée d'Halloween, en regardant des slashers même complètement débiles. Ça peut toujours être très divertissant. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on peut se dire... on peut donner les réseaux, purée. Je suis plus habitué, j'ai failli... Est-ce qu'il y a les films pas choisis ? Ça, c'est pas... C'est maintenant, ça ? Ah bah oui. Oh là là, je m'en souviens plus, moi. Je suis perdu, Oh là là. je sais plus Ouais, comment Ça fait ce trop podcast. longtemps. Ça fait trop longtemps. Ouais. Ça fait Les un films dont moment. on parlera pas dans la partie 2, j'en ai pas. Est-ce que vous en avez ? Moi, j'en ai. Eh ben, vas-y, Louis. Alors, les films que j'ai pas choisis, Halloween, à vrai dire, je savais pas si tu l'avais déjà vu ou pas. Si. J'ai pas choisi Scream, pour les raisons que j'avais un peu expliquées, mais pour moi, Scream, faut voir Halloween d'abord et ensuite Scream. J'ai pas choisi donc Le Jour des Fous, dont j'ai un peu parlé, de George Dugdale, j'ai pas donné le réalisateur tout à l'heure, qui est un super slasher, super divertissant. Les mises à mort sont... C'est un peu glauque de dire ça, mais c'est un peu divertissant de voir ça. Et en plus, ça parle de harcèlement dès les années 80. C'est un film qui, je trouve, a pas vieilli sur ces questions-là et tout. Donc, c'est très très cool. Et j'ai pas choisi Lucky de Natasha Carmany, dont j'ai déjà pas mal parlé, mais que je recommande énormément. Il est sur Shadows, pour rappel. Allez le voir. Ok. Et toi, Pauline ? Moi, j'en ai pas parce que j'avoue, j'avais prévu d'en regarder plus pour avoir un panel de choix plus important et j'ai pas eu le temps, donc du coup, j'ai pas de film que j'ai pas choisi. Et non. je crois que pareil, j'ai pas de film que j'ai pas choisi. Non, j'aurais dit peut-être Massacre à la tronçonneuse, mais comme c'est pas vraiment un slasher, j'y ai pas plus pensé que ça. Et non, j'en ai pas. Eh ben, très bien. Donc voilà. Alors Ok. les réseaux, ça fait longtemps. Déjà, on fait pas partie d'une asso. Si, Ouais. ça revient avec les réseaux. Mais Pauline, si tu veux dire quelques mots. Oui, alors pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, le podcast est rattaché à l'association Super Seven. On fait 1 milliard de trucs, ça n'arrête pas.
Donc je vous invite à aller sur le site super7.fr où depuis quelques temps on a rajouté une rubrique actualité sur lequel vous pourrez trouver des petites actus avant les épisodes pour teaser le thème du prochain épisode, on va dire. Et on fait plein d'autres trucs et vous retrouverez toutes les infos du coup sur le site, ainsi que des liens vers nos réseaux sociaux, Twitter, X pardon, Instagram, Facebook, voilà. T'as donné le site ? Oui, super7.fr. Et il y a aussi dans la partie association du site, un petit descriptif avec un lien d'adhésion à l'asso. C'est une adhésion qui coûte 10 €, qui est valable pour 1 an, qui vous offre des petits avantages et surtout qui permet de nous soutenir car c'est important. Alors moi j'ai quand même une question, parce que t'es pas venu les mains vides aujourd'hui, je sais pas si on peut en parler ou pas. Ouais. Y aurait-il des mags, par exemple, commandables ou je ne sais trop? Ouais, alors pour l'instant, on a fermé les précommandes des mags parce que justement, on vient de les recevoir. On fait un point sur ce qui nous reste. Voilà, vous pourrez peut-être en retrouver dans des points de vente physiques, mais seulement dans certaines villes. Lyon, Paris, Montpellier, pour l'instant, Le Mans aussi. Voilà. Et mais il en reste. Et donc, déjà, si vous êtes sur Lyon ou sur Paris, n'hésitez pas à me solliciter. Potentiellement, je peux même vous les remettre en main propre. Waouh! Et sinon, quand ils seront écoulés, ils seront disponibles à très moindre coût en format PDF pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de commander le format papier. On mettra en ligne une version PDF accessible pour pas très cher. Le podcast est retrouvable sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, ça fait longtemps, il ne faut pas que je me trompe, Studio 7 Pod, et c'est pareil sur Twitter. Et on est aussi sur Letterboxd, Studio 7, où on fera sûrement encore des listes. Ouais, on fera sans doute des listes. Il faut que je mette à jour un peu le Letterboxd de notre podcast. Mais voilà, vous pourrez retrouver la liste des films que j'ai essentiellement cités durant cet épisode et qu'on citera dans la deuxième partie. Ceux que vous avez après, ceux que vous avez proposés. Et ceux après que vous aurez proposés sur Twitter et Instagram, puisqu'on va vous demander quel slasher vous auriez proposé. N'hésitez pas à alimenter les listes qu'il y a déjà actuellement, ou même qui vont venir avec vos films et vos sélections. Ça peut être cool. Exactement. Et vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Allez, je commence. Vas-y. Alors, on peut me retrouver sur... On dit X maintenant ou Twitter Twitter, c'est Twitter, merci. Donc, on peut me retrouver sur Twitter à @frigobits avec un S parce qu'il y a plusieurs bits. Je suis quasiment plus actif sur Twitter. J'ai totalement lâché Twitter, donc écoutez, peut-être que je retournerai dessus. On croise les doigts. Sinon, je suis actif sur Instagram à @al_SIIM. Voilà, il y a quasiment toutes mes actus de tout ce que je fais, donc si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas. Il y a mon Letterboxd qui n'est pas à jour. C'est vrai ? Non. J'ai d'y penser, j'ai fait, j'avais 3 mois, j'ai rien fait. C'est Frigo _ si je dis pas de bêtises. Ouais. Oui. Et voilà, si vous voulez me suivre pour voir aucune revue au final, n'hésitez pas. Non, mais là tu peux mettre à jour. Oui. Dès qu'on coupe. Non, oui. mais vraiment. Oui. Qui d'autre veut donner ses réseaux ? Bah allez. Donc moi sur Twitter c'est polynôme-8. Depuis récemment je suis également sur Blue Sky. Polynôme sans tirer cette fois. Je suis sur Instagram Pauline-8 Janon J-A-2-N-O-N. Et sur Letterboxd Melvin Udall tout attaché comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, où je suis pas mal actif, où j'interagis pas mal avec vous, en vrai. Et sur Instagram et Letterboxd, au même pseudo, @loulou-8 McDuck. Et toi, Deka ? Vous pouvez pour l'instant encore me retrouver sur Twitter, Deka24_ et sur Letterboxd Deka24. Mais bientôt, peut-être qu'il y aura même plus Twitter, donc. Waouh. Le mec, on pourra pas le retrouver. C'est ça. Écoutez, je crois qu'on peut conclure là-dessus. Je pense bien. Puis on vous dit normalement à la semaine prochaine. Ouais, et du coup, alors,
dans le cas où il y aurait plus Twitter, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes où on est et à noter le podcast sur Spotify. Vous pouvez même mettre des petits commentaires j'ai perdu l'habitude, moi. directement sur les plateformes d'écoute. Voilà. Oui, c'est vrai. Vous pouvez nous noter et mettre puis, même des questions, je crois. Oui. Alors après aussi, n'hésitez pas à nous faire des retours sur le format, n'hésitez pas à venir communiquer avec nous si on peut améliorer le format aussi, c'est toujours d'actualité, donc on est toujours à l'écoute. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour la partie 2. Salut.